Salut les filles! J'ai essayé de faire ma cool avec mon petit décompte, mais j'ai échoué. Caribine. Donc, bienvenue à mon dîner pas gêné. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà connectés. Donc, bienvenue au dîner pas gêné. Je suis à la fois sur Facebook et sur Instagram aujourd'hui. Donc, je vais prendre les commentaires dans les deux plateformes. Et je suis désolée. Ah, mon image est trop basse. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? Fait que quand vous êtes là, dites-moi des coucous les filles, autant sur Instagram que sur Facebook. J'aurais vraiment aimé ça, avoir ma bonne caméra qui est là. Donc, j'ai ma grosse caméra à 10 000 $ dans mon local, mais j'ai pas réussi à la connecter aujourd'hui sur mon ordinateur. Donc, voilà. Coucou Caro! Contente que tu sois là. Donc, faites-moi des petits coucous quand vous êtes arrivés. Et ça va me faire plaisir aujourd'hui. On a un beau live sur les descentes d'organes, encore une fois. Mais cette fois-ci, on va aller deep. On va parler de nos cacas. Comment nos cacas influencent notre santé pelvienne et aussi les tensions dans nos cuisses. Donc, j'ai très hâte de vous parler de tout ça. Coucou Daphné. Donc, j'ai très hâte de vous parler de tout ça. Et c'est une histoire, en fait, qui m'a été partagée. Donc, vous le savez, les filles, vous pouvez me partager vos histoires pelviennes via mon lien de mon podcast, le canal vaginal. Donc, vous pouvez aller là, partager vos histoires. Et moi, je vais en parler maintenant dans les dîners pas gênés qui sont les midis. Généralement, ça va être les mardis, mais des fois, il y a des petites choses qui se passent et ce ne sera pas le mardi. Donc, moi, je vais partager vos histoires et les commenter, vous instruire beaucoup et vous redonner du pouvoir, c'est évident. Et avant de commencer vraiment dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui va être vraiment fascinant, je vous le promets, je vous rappelle que je fais un événement gratuit le 13 août, une routine pelvienne. Donc, je vous invite les filles à vous inscrire, celles qui ont envie de venir faire une routine pelvienne à mes côtés. Donc, vous avez le lien aussi dans ma bio pour Instagram. Et les filles de Facebook, vous avez juste à commenter. Moi, je vais venir et je vais vous transmettre le lien. Donc, vous pourrez vous inscrire. Vous allez avoir les liens. Tout ça, ça va se passer sur Zoom. Et on va faire une routine de soins ensemble pelvienne, mais pas en interne. N'ayez pas peur. Donc, ça va être des exercices externes qu'on peut faire en groupe sans problème pour que vous puissiez vivre en vous une transformation pelvienne. Une fois, qu'est-ce que ça vous fait comme effet et voir si vous avez envie d'embarquer avec moi pour un peu plus longtemps. Donc, voilà. Je vous invite à vous inscrire à ça. Et là, je vais commencer la petite histoire. Êtes-vous prête? Là, je sais comme pas regarder. J'avais mis mes deux caméras back à back, fait que j'aurais juste pu regarder en plein milieu, puis tout le monde aurait pensé j'y regarde. Mais là, je me ramasse dans mon ordi qui est pourri et dans mon cellulaire à tout le temps descendre, monter. Bien désolée les filles. À un moment donné, je vais me resetter pour mes dîners pas gênés qui soient tout le temps en qualité. Donc, allons-y avec l'histoire du jour. Donc, c'est patate sucrée. Hein? Je vous invite toujours à me donner un nom fictif quand vous m'écrivez quelque chose, un nom fictif qui fait rire. Donc, patate sucrée, je vous dirais que c'était quand même assez mignon. Donc, patate sucrée qui me raconte qu'étant jeune, elle avait un TOC sévère. Donc, ça, c'est des troubles obsessionnels compulsifs. Je vivais avec énormément d'anxiété liée à l'anticipation. Je souffre aussi de constipation depuis aussi loin que je me rappelle, clairement causée par mon système nerveux. Donc ça, on va en parler, des problèmes d'organes causés par le système nerveux. Donc, clairement causé par mon système nerveux qui refuse de croire que je ne me fais pas pourchasser constamment par un ours, au point où même les laxatifs ne m'aident pas. Même si mes selles sont liquides, ça bloque. Le seul truc que j'ai trouvé pour aller à la selle quand c'est vraiment hors de contrôle, c'est d'aller soit à la pharmacie ou à l'épicerie, où je peux prendre mon temps pour lire des ingrédients seul en silence. Le lien que j'ai fait, c'est que c'est pratiquement les seuls endroits où je peux faire mes responsabilités de maman, tout en ne ressentant pas de culpabilité, car je suis productive. Le plus ironique là-dedans, c'est que c'est impossible pour moi d'aller à la selle à l'extérieur de la maison. Ça, on va en parler aussi des petits cacas à l'extérieur de la maison, comment c'est difficile d'y aller.
Car les selles continueront à s'échapper, peu importe combien de fois je m'essuie. On va parler de ça aussi, s'essuyer, puis c'est super long avant que ça devienne propre, ce qui est hyper handicapant. Ce qui contribue à un cercle vicieux de constipation. Parce que si j'ai envie à l'extérieur, je me retiens. Par contre, une fois ma douche prise, il n'y a plus rien et aussi longtemps que je ne retourne pas à la selle, tout va bien. Je me sens ridicule en t'écrivant ça parce que tu vas penser que je te niaise et pas partout. Ça fait partie des questions de base en rééducation périnéale, questionner sur c'est-tu facile, s'essuyer ou c'est long. C'est quoi tes habitudes de selle? Parce que effectivement, les selles peuvent être à l'origine de nos descentes d'organes. Mais là, j'ai pas fini. Continuons. Mais c'est vraiment ma réalité. Cette constipation-là m'a menée à des descentes d'organes et le fait que je suis hypermobile ne m'a pas aidée. Effectivement, il y a une grande composante héréditaire aux descentes d'organes. Donc, il y a quelque chose dans notre collagène, nos structures de soutien, en fait, qui se transfèrent d'une famille, d'un parent à un enfant, qui vont être à l'origine peut-être d'être un peu plus là, prédisposées à développer des descentes d'organes. Et les personnes hypermobiles, donc les personnes que leur pouce touche leurs bras, là, que quand ils tendent leur coude, ils virent à l'envers ou leurs genoux aussi, on dirait qu'ils sont pliés par l'autre bord, c'est aussi des personnes qui sont reconnues scientifiquement pour avoir plus de chances de développer des descentes d'organes. Quand je suis devenue maman, j'ai commencé l'entraînement intensif sans être compétente dans mon ventre, mon plancher pelvien, ce qui a vraiment amené mon vagin à se tendre encore plus. J'ai aussi les muscles de mes cuisses super tendus, ce qui m'a occasionné une béance vaginale, donc une ouverture du vagin, que j'ai réussi à refermer, mais qui doit être adressée à nouveau quand j'ai eu une nouvelle grossesse. Bref, je n'ai pas le choix de m'accorder de la grâce et de continuer à rester motivée par les progrès que je fais, aussi minimes soient-ils. Fait que là, je ne sais pas, les filles, si il y en a qui se sentent interpellées par l'histoire de Patate Sucrée. Je trouvais que c'était une histoire qui était assez commune. Donc, j'avais hâte de vous en parler parce que c'est une histoire qui revient souvent en consultation. Donc, t'es pas anormal. Et elle se sentait là comme si j'allais croire qu'elle me niaisait en me racontant son histoire quand en fait, c'est tellement commun. C'est même pas spécial qu'est-ce qu'elle me raconte. Donc, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Et c'est maintenant que je commence ça et que l'image est meilleure sur Instagram que sur Facebook. Là, y a-t-il du monde qui m'ont déjà écrit? N'oubliez pas les filles, hein, si ce que je vous raconte vous parle, vous pouvez commenter. Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est, si le cœur vous en dit, c'est de partager votre écoute sur votre page. Donc moi, ça me donne la visibilité. On s'entend qu'une petite physio du périnée, ça prend de l'aide pour être entendue. Donc, je ne suis pas une influenceuse populaire. Voilà. Donc, est-ce que l'anxiété influence vraiment nos descentes d'organes dans le contexte de l'histoire que je viens de vous raconter? Absolument. Donc, effectivement, dans notre corps, on a deux systèmes nerveux. On a le système nerveux somatique, que ça, c'est le système de contrôle. Tu sais, qu'on a contrôle et conscience. Donc, par exemple, je veux prendre un crayon. C'était voulu. Tu sais, c'était pas un accident, j'ai pris le crayon. Et on a le système autonomique, que lui, ça va être à notre insu. Qu'est-ce qui se passe dans ce système-là? Comme par exemple, dans ton estomac, s'il manque de bile pour digérer, c'est pas toi qui vas dire « Hey, rajoute de la bile, on va digérer mieux s'il y a un peu plus de bile. » Ça va se passer à ton insu. Ou respire, ça va se passer de façon autonome. C'est pas toi qui dis à chaque respiration « Respire, respire. » Ça se fait tout seul, c'est autonomique. Et habituellement, la digestion va se passer... Ah, attendez, on va repartir. Dans l'autonomique, il y a deux autres systèmes. On a un système sympathique, qui est à l'origine de nos orgasmes, by the way, et un système parasympathique, qui est plus à l'origine, là, il va gérer la fonction de base. Donc, générer nos organes, comment ils se régénèrent, comment ils travaillent. Donc, c'est vraiment comme la base de notre système. Le système sympathique, comme je disais tantôt, qui est à l'origine de nos orgasmes, va être aussi à l'origine de notre fuite en cas de danger. Donc, quand le système sympathique est activé, on va se ramasser à envoyer l'énergie vers nos muscles superficiels pour pouvoir courir longtemps sans s'arrêter. Donc, on va avoir moins de choses qui se passent en profondeur dans notre corps. Donc, tout va être plus superficiel. Et aussi, ça nous déconnecte de nos besoins dans nous de base, comme le sommeil, manger, boire. C'est pas le temps quand un ours te court après
de t'arrêter pour faire une sieste ou de t'arrêter pour faire pipi ou de t'arrêter pour manger une collation. Donc, on va se déconnecter beaucoup de notre parasympathique quand on est dans le sympathique. Donc, on se déconnecte beaucoup de l'intérieur de nos organes. Donc, effectivement, quand on est souvent dans notre système sympathique, puis ça, notre corps, il ne fait pas la différence entre c'est un ours qui te court après ou tu es épuisé parce que tu as tellement de crochets à mettre dans ta liste aujourd'hui pour finir ta journée ou tu as un gros projet qui s'en vient. Donc, le corps, il est primitif quand même. Les réflexes sont primitifs, la neurologie aussi. Il ne va pas faire la différence entre je suis stressée parce qu'il y a un danger imminent ou je suis stressée parce que j'arrive encore à job. Pour lui, c'est le même niveau. Donc, il va avoir des réactions vraiment de protection. Dans notre société de productivité qui est très axée sur notre quantité de choses qu'on fait, on oublie un peu d'exister là-dedans, mais ça va effectivement venir là, jouer sur la fonction de nos organes. Et ça, moi, c'est une hygiène de vie que j'ai appris à mes enfants, en fait, à tous les jours, avant de les coucher. Je vais leur faire des exercices pour ramener l'innervation. S'ils ont été stressés un petit peu dans leur journée, on va ramener l'innervation en profondeur pour leur permettre finalement d'être plus dans le parasympathique durant la nuit, puis recommencer le lendemain à zéro. Et quand on est stressé, on va faire des techniques. Le stress est nécessaire, on s'entend, c'est pas quelque chose qui est pathologique. Le stress est absolument nécessaire, donc c'est un marqueur de notre environnement. C'est pas une émotion à enlever, c'est une émotion plutôt à apprendre à écouter. Donc, quand le stress est passé, là, c'est là qu'on va essayer de se ramener à un niveau un peu plus neutre. Et ça, c'est des techniques qu'on peut absolument apprendre à faire. Donc, oui, ça se pourrait que toi, tu sois toujours en fuite et que ton corps se bloque et empêche tes cacas de sortir. Et là, tu te ramasses avec vraiment beaucoup de tension. Donc ça, c'est très commun. Et aussi, on peut avoir l'image là, du petit chien qui a peur et qui rentre sa queue entre les jambes. Nous, on va faire ça avec notre coccyx. Donc, quand on a peur, qu'on est stressé, on va se rentrer un peu le coccyx entre les deux jambes. Ce qui va faire qu'on va avoir beaucoup de tension pelvienne aussi. Donc, ça se peut que toi, tu emmagasines ta sève dans ton rectum et que quand c'est le temps de la sortir, ben, le chemin ne s'ouvre pas. Donc, tu te ramasses avec un chemin là, qu'il faut que tu forces très fort pour traverser ou que tu forces longtemps pour réussir à traverser. Et ça, ce que ça fait, à être assis sur la toilette longtemps ou pousser fort, effectivement, ça vient faire un trauma au niveau de nos ligaments qui peuvent tranquillement pas vite se blesser et se lousser. Et au bout du compte, on se ramasse avec des descentes d'organes. Et ça, ben moi, je l'ai vécu. Donc, on pense souvent, les gens qui ont de la constipation, c'est tout le temps. Mais la vérité, c'est que la constipation, souvent, ça va venir par vague. Et généralement, c'est plus autour de l'ovulation qu'on va être constipé. Vous regarderez voir si votre cycle menstruel vient influencer vos selles à vous. Donc, généralement, quand on est menstrué, les selles vont être plus liquides parce qu'on est en train de rejeter la maison qu'on a créée qui ne sera pas utilisée. Et quand on a vu, là, on ne veut pas perdre le bébé qui est pour se placer. Donc, on va être plus en rétention. Donc, généralement, on va avoir plus de constipation entourant l'ovulation. Donc, tu peux essayer de voir. Donc, souvent, les filles là, vont se ramasser à avoir plus de difficultés à la selle autour de l'ovulation. Puis, le restant du temps, ça va bien. Puis, avant, on croyait que pour être constipé, tu allais avoir des selles en petites boules, puis des petites boules qui sortent. Puis, la vérité, c'est que souvent, on a de la selle pris dans notre rectum qu'on n'est pas capable de vider. Puis, les autres selles qui arrivent, les nouvelles, ils passent direct, ils sont quand même assez molles ou même parfois liquides. Ils n'ont pas le temps de se déshydrater pour se former. Donc, on va avoir des femmes qui vont avoir des selles assez molles tout le temps. Puis, des fois, ils vont pousser fort et longtemps pour essayer de sortir le moton qui est coincé là. Donc, ça, c'est plus typique, je vous dirais, comme constipation, ce que je suis en train de vous décrire là. Et là, encore une fois, les filles, c'est le fun sur Instagram parce qu'on voit vraiment les gens qui écoutent. Mais sur Facebook, en ce moment, je ne vois pas qui écoute. Donc, si les filles qui sont connectées pouvaient, s'il vous plaît, juste m'envoyer un petit coucou, je serais très rassurée de ne pas être en train de parler pour rien. Ce serait vraiment génial si vous pouviez me faire ça, les filles. Parfait. Ah bon, Christine, Marie-Lou, enfin! Vous me rassurez. J'étais vraiment inquiète de parler de sel. Coucou Julie, OK. J'étais vraiment inquiète, mais là, sur Instagram, c'est ça, ça se passe mieux, là. On voit mieux.
Donc, voilà. Est-ce que ça fait du sens pour vous ce que je viens de raconter par rapport au système nerveux? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Est-ce que vous êtes, vous, possiblement, dans un système plus sympathique que parasympathique? Est-ce que vous le savez, vous, si vous avez plus, là, justement, votre système d'alerte activé? Est-ce que ça vous donne, justement, des problèmes à aller à la selle? Donc, vous me le direz. Coucou Pascal. Donc, vous me le direz. Et là, ce qu'elle nous décrit, en fait, comme moyen d'aller à la selle, c'est de se créer un environnement qui est routinier, reconnu et réconfortant. Et ça, moi, j'appelle ça les cacas romantiques. Donc, j'en parle souvent des cacas romantiques, surtout chez mes clientes enceintes, parce qu'en fait, si on s'habitue à se créer un environnement particulier pour aller à la selle, quand on accouche et qu'on pousse, c'est exactement la même chose qu'on doit reproduire dans nos organes. Donc, on a de grandes contractions de nos organes et un relâchement pelvien pour permettre la sortie de bébé ou la sortie de notre caca. Et ce qu'on réalise, c'est comme un peu la cloche du chien de Pavlov. Tu sais, le chien de Pavlov, il sonnait une cloche, il lui donnait à manger, puis au bout du compte, il faisait juste éventuellement sonner la cloche, le chien salivait, puis il n'avait même pas vu la nourriture. OK, donc j'ai une question ici. Donc de Pascal, qui est vraiment, oui, l'acupuncture, ça aide énormément à essayer de rétablir un peu nos systèmes nerveux. Comment on peut passer du système nerveux sympathique au parasympathique? Donc, dans les choses qui sont reconnues scientifiquement, tu as les respirations diaphragmatiques, donc les respirations abdominales. Donc, ça peut être un truc sur la toilette de venir respirer une vingtaine de fois en gonflant vraiment d'air les poumons, tout plein, en essayant de sentir que les poumons se gonflent d'air, oui, en descendant un peu vers le bas, mais en s'ouvrant dans la cage thoracique. Et ça, on a vraiment vu un effet direct sur la région pelvienne de détente. OK? Donc, les respirations profondes, c'est certain. Moi, j'enseigne à mes clientes comment mobiliser le système nerveux sympathique. Ça, je pense que je leur enseigne au cours numéro 6 de mes routines pelviennes. Donc, je leur montre comment glisser leurs nerfs sympathiques dans le corps pour venir les calmer. Les nerfs sympathiques, ils vont être localisés dans nos côtes, dans le dos. Donc, les ganglions sympathiques sont partout en dessous de nos côtes, dans le dos. Donc, tout ce qui vient aussi travailler la région thoracique, la mobilité, les respirations, l'ouverture, c'est toutes des choses qui vont venir calmer le système nerveux sympathique. Et notre système parasympathique, bien, il est un peu à la base de notre crâne et aussi à notre sacrum. Donc, ça peut aider de venir faire des petits massages de sacrum à la base du crâne. C'est toutes des choses qui vont ramener en parasympathique. Et moi, mes enfants, je leur fais faire une méditation. Donc, je leur fais faire des respirations profondes le soir avant de se coucher. Donc, ils vont respirer du soleil, souffler des nuages. Là, c'est des enfants. Là, pour les adultes, il y a des techniques un peu plus rationnelles. Mais les filles, plus on rajoute du jeu dans ce qu'on fait, plus on y adhère. Donc, on peut respirer de la lumière et souffler des nuages. C'est vraiment correct. Donc, moi, mes enfants, je vais leur faire ça. Je vais leur faire une méditation, la méditation de Jacobson, que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc, ça, c'est une méditation où est-ce qu'on va venir serrer les poings et relâcher. Et là, on va sentir un peu le relâchement. Et là, on serre, on serre, on serre, on vient relâcher. Et on va faire ça avec tous les muscles du corps, y compris les paupières, y compris les pieds, les cuisses, les fesses. Donc, on vient serrer un peu tout le corps. Puis là, ce qu'on est en train de dire à nos muscles, c'est hey gang, je comprends, vous m'avez beaucoup soutenu aujourd'hui. On a couru tout un esprit de marathon ensemble. Mais là, c'est le temps de se calmer, de se détendre. Donc, on est en train de se ramener à un système plus parasympathique. Donc, ça, moi, je suis quelqu'un quand même d'anxieuse. Donc, c'est vraiment moins pire maintenant parce que j'ai été traitée pour ça. On s'entend que ça se traite en psychothérapie. Mais ce que je réalise, c'est que, donc, oui, je suis moins anxieuse, mais je reste quand même quelqu'un qui essaye d'arrêter, mais qui est toujours très productive, hein, qui est toujours en train de créer, d'inventer, Fait que je suis quand même toujours dans une espèce d'esprit que ça bouge vite. L'hamster ne s'arrête pas souvent chez moi. Donc, j'ai besoin, moi, comme routine de soins le soir, de venir faire mes exercices respiratoires. Et je vais les faire vraiment en torsion dans mon tronc pour créer de l'espace dans mon tronc. Je sens l'air passer dans mes poumons, gonfler mon thorax. Puis là, je vais être en torsion. Tu sais, souvent couché sur le côté, puis je viens me reculer vers l'arrière.
Je vais venir masser moi-même mon diaphragme et je vais faire aussi Jacobson. Je vais faire des fois ma technique de sympathique, mais cette technique-là, moi, l'effet secondaire, c'est que je me sens saoule après. Donc, quand que je fais, puis c'est correct, là, je veux dire, tu t'en vas te coucher, tu peux être saoul, puis c'est un saoul neural, c'est pas un saoul d'alcool, là, fait que tu peux conduire pareil, mais je me sens vraiment saoul après l'avoir fait, ça me calme tellement. Donc, c'est un peu ce que moi je recommanderais. Je sais pas si ça t'aide, Pascal, si ça fait du sens pour toi. Donc, voilà, on repart sur les cacas romantiques. Donc, encore pour celles qui viennent d'arriver, vraiment, les cacas romantiques, c'est idéal pour se préparer à accoucher, entre autres. Donc, les cacas romantiques, c'est tout ce qui vient créer une habitude. Et en créant cette habitude-là à chaque fois, comme une espèce de routine, notre corps va réagir de la bonne façon sans qu'on ait à passer par tous les mêmes chemins. Donc, ça va se faire de façon plus réflexe. Et là, les cacas romantiques, bien, il faut avoir le temps. Parce que faire caca, c'est important. Là, je vais parler à celle qui nous a écrit l'histoire. Aller à la selle, ça fait partie de la santé. C'est une priorité. Donc, c'est productif d'aller à la selle. Je t'enlève toute forme de pression, de perte de temps liée à aller à la selle. Et c'est un événement qui est important. Donc, pour les personnes qui se sentent concernées par l'histoire que j'ai racontée tantôt, ça peut être un bon moment de l'expliquer à la famille. Écoutez, là, c'est le temps. Maman s'en va à la toilette et j'ai besoin d'être tranquille. Donc, tu t'organises pour avoir vraiment un environnement calme. Tu barres la porte. Parfois, ça peut être de fermer les lumières puis d'être dans le noir, qui te permet peut-être d'être détendu. Moi, personnellement, ce qui m'aide le plus, c'est de regarder dehors. Donc, moi, j'ai les montagnes. J'habite dans les montagnes, donc on n'a pas de rideaux parce que nous, on n'a pas de voisins. Mais moi, j'aime ça regarder la nature dehors. Et c'est ça que moi, c'est ma cloche de Pavlov, en fait. Quand je regarde la nature dehors, je me ramasse à vraiment détendre mon plancher pelvien. C'est comme si mes organes savaient comment faire pour sortir là, la selle ensuite. Donc ça, c'est mon truc à moi, mais la plupart du temps, c'est de créer un environnement plus détendu, donc les lumières plus fermées. Tu peux te mettre une chandelle à côté de toi, puis avoir l'habitude d'allumer la chandelle. Puis ce geste-là, d'allumer la chandelle, peut-être qu'éventuellement pour toi, ça va être ce qui calme ton système et te permet d'évacuer plus facilement. Donc la petite chandelle, ça peut être de te mettre de la musique douce. Donc en mettant la musique douce, tu sais, ça peut être n'importe quelle chanson, je veux dire, mais il y a tellement des belles musiques de méditation ou de yoga ou peu importe l'instrument que tu choisis, tu peux la mettre. Puis là, ça va devenir ta cloche du chien de Pavlov à toi, de venir respirer en écoutant ta musique avec ta chandelle dans le noir. Et tu sais que tu as le temps parce que c'est important. Et là, ça peut te déclencher. Et là, moi, c'est ce que je recommande à mes personnes enceintes qui me suivent là, pour préparer leur accouchement et leur guérison postnatale, on s'entend. Donc, c'est ce que je recommande à mes clientes, c'est de travailler leur caca romantique et à l'accouchement, de recréer cet environnement-là, parce qu'en fait, on a besoin des mêmes contractions profondes et de la même détente superficielle pour que le bébé puisse venir au monde plus facilement. Donc, le caca romantique, j'avais envie de vous en parler. Sinon, s'empêcher d'aller à la selle quand on n'est pas chez nous, ça arrive vraiment souvent que les clientes me disent, moi, je ne vais pas à la selle quand je ne suis pas chez nous. Puis il y a des filles, des fois, qui s'en vont dans un chalet. Toute la semaine, ils ne vont pas à la selle, puis ils vont à la selle juste quand elles sont chez elles. Donc ça, là, j'appelle ça la théorie de la toilette de camping. Ça, c'est important, parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, puis ça, c'est peut-être juste parce que je suis neuroatypique, mais vous me le direz, OK? Quand vous allez en camping, est-ce que vous prenez toujours la même toilette? Et si quelqu'un a pris votre toilette, le moment où vous avez besoin d'y aller à la toilette, est-ce que ça vous dérange? Donc là, ça, c'est un petit sondage tout à fait informel que je vous demande, les filles. Est-ce que ça vous affecte? Parce que moi, ça m'affecte énormément. Donc, j'ai ma toilette sécuritaire pour aller faire mon caca quand je suis en camping, par exemple. Donc, il faut essayer de se reproduire cet environnement sécuritaire-là qu'on a réussi à se créer à la maison, puis essayer de voir c'est quoi le cue qui nous aide à aller à la selle. Puis souvent, c'est de ne pas être dérangé, de ne pas avoir peur de manquer de temps. Parce que là, ce qu'elle me décrit aussi, c'est du styling. Donc, le styling, c'est quand tu essayes de t'essuyer après la selle et
que ça ne devient pas propre. Donc, ça reste sale, puis c'est long avant de devenir propre. Il y a plein de raisons pour ça. Mais ça se pourrait aussi que quand tu n'es pas chez toi, tu fais ta selle tellement vite, puis elle n'est pas sortie au complet, il en reste de pris en dedans. Puis ça fait que ça ne devient pas propre après quand tu essaies de t'essuyer. Il y a d'autres sortes de soiling, je vais en parler tout de suite après, mais là, j'ai Pascal qui me dit, moi, ça ne me dérange pas. Je prends la même toilette, mais je ne suis pas trop affectée quand quelqu'un a pris la mienne. Moi, vraiment, ça gâche une journée complète. Faut vraiment que je me parle pour essayer de ramener là, ce drame, ce très gros drame. Donc voilà, merci Pascal d'avoir répondu. J'ai pas eu d'autres réponses à date, mais si ça vous gêne pas, vous nous en parlerez. Peut-être que vous n'avez pas remarqué ici que vous allez porter attention. Donc voilà, quand vous êtes à l'étranger, puis là, le problème, à l'étranger, quand vous n'êtes pas chez vous, puis que vous avez l'appel de sel et vous n'y allez pas, ça peut amener des problèmes. Ça peut amener ce qu'on appelle un mégarectum. Ça, un mégarectum, c'est quand que notre rectum il est rempli, puis là, il envoie le message, hey, il va faire ton petit caca, mais tu n'y vas pas. Là, tu vas continuer à te remplir de sel, et là, ton rectum va grossir. Et éventuellement, si tu le fais de façon prolongée, tu pourrais te ramasser que ton rectum ne t'envoie plus de messages quand il est plein. Il t'envoie juste des messages quand il est surplein. Et là, ça peut faire en sorte, par exemple, que tu ne pourras jamais se vider au complet. Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà senti ça, les filles, d'avoir l'impression d'aller à la selle et de ne pas vous vidanger au complet. Donc ça pourrait être un signe de mégarectum. OK? Et ça, ben, c'est lourd, hein? Puis plus tes selles restent longtemps dans ton rectum, plus ça sèche. Puis là, tu te ramasses vraiment avec une espèce de roche dans le rectum. C'est très lourd pour les organes pelviens. Ça peut être à l'origine, on appelle ça un fécalome. Ça peut être à l'origine des descentes d'organes, mais ça peut être aussi à l'origine de constipation, des mégarectums. Donc là, tu te ramasses avec une planète de sel coincée là. Et là, des fois, ben, ça va s'engager pour que ça sorte. Puis là, c'est vraiment coincé. Là. Donc, dans ce temps-là, il faut aller à l'hôpital pour avoir de l'aide. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut arriver, les mégarectums, quand on, de façon trop répétée, ne va pas à la toilette quand notre message est envoyé. Donc, ça, c'est important de le savoir parce qu'il y en a que c'est à la job qui reçoit l'appel de sel, puis ils vont jamais. Puis là, ils attendent d'être rendus à la maison. Puis des fois, l'appel ne revient pas. Puis là, des fois, ils vont sauter des jours. Puis là, dans ce temps-là, ben, on est peut-être plus à risque d'en développer un mégarectum. Et ça, ben, ça se traite, hein. C'est pas stressant, ça se traite en physiothérapie. Les mégarectums, c'est juste plat d'en arriver là. Et moi, la meilleure recommandation que je pourrais vous donner, c'est de trouver à la maison votre caca romantique, ça a de l'air de quoi, et d'amener ces outils-là où vous allez, sachant que c'est plus dur pour vous vous laisser aller. Vous trouvez un endroit où vous pouvez vraiment vous laisser aller en termes de temps, que vous n'allez pas être dérangé ou pressé. Et là, ça va vous permettre vraiment d'évacuer plus facilement. On veut évacuer nos selles quand l'appel est fait. Et d'un autre sens, ça peut être un signe, une prédisposition à développer de l'incontinence anale. Donc, de l'incontinence anale, 21% des femmes en ont à partir de l'âge de 50 ans. Donc, ça, c'est une femme sur 5. Fait que prochain party de filles, vous êtes 5 filles, il y en a une de vous qui va avoir de l'incontinence anale. Donc, c'est important de le savoir que l'incontinence anale est très fréquente. Et dans les signes qui prédisposent à en développer, c'est l'incapacité à retarder la selle de 15 minutes. Donc, les filles qui ont vraiment un grand sentiment d'urgence à aller à la selle. Les filles qui ont des selles plutôt de nature molle, justement. Celles qui ont eu épisiotomie ou outil lors de l'accouchement, souvent ça peut créer des lésions de nos sphincters ou même de nos muscles qui sont irréversibles. Donc ça peut être une prédisposition. Et celles qui ont eu des chirurgies anales. Donc ça, c'est les 4 signes qu'on pourrait possiblement être du mauvais côté des statistiques avec l'âge par rapport à l'incontinence anale. Donc ça, j'avais envie de vous en parler parce que oui, on ne veut pas retarder les selles trop longtemps, mais quand tu n'es pas capable non plus d'y aller en contrôle, qu'il y a un sentiment d'urgence associé, il faut que ça nous mette la puce à l'oreille qu'il y a peut-être de quoi qu'il faudrait qu'on travaille avant d'être rendu là, à cet âge-là. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit, effectivement, l'hypermobilité, c'est une prédisposition à avoir une descente d'organes et la constipation aussi va être
une des causes de descente d'organes. Et moi, j'ai eu des grandes descentes d'organes après mon 4e enfantement. Donc, grande descente d'organes parce que j'ai eu la COVID en postnatal immédiat et j'ai tellement toussé que j'arrivais pas à tousser parce qu'on s'entend, je venais d'accoucher. Donc, mon plancher pelvien, mon ventre, tout était mou, tout était trop loin. Donc, j'arrivais pas à venir tousser. Je m'étouffais carrément dans mes sécrétions et ça me causait de grandes descentes d'organes. Et là, en ce moment, mes organes, ben, c'est asymptomatique ce que je ressens. Donc, j'ai vraiment là, aucun symptôme de descente d'organes. Mais si je vis une journée où est-ce que ma selle a été plus forçante à sortir ou plus longue avant de sortir, mes organes le lendemain vont être descendus. Il va falloir que je les remonte. Donc ça, hein, c'est important de savoir un peu tout ce qui peut faire descendre les organes, parce que la vérité, c'est pas j'accouche, j'ai une descente d'organes, elle remonte, c'est fini. La vérité, puis ça, j'en ai parlé au dîner pas gêné de la semaine passée, celle qui n'était pas là, vous irez l'écouter. Nos organes, ils vont monter et descendre toute notre vie. Et c'est à nous d'être habitués, de savoir de quoi ça a l'air, notre vagin, puis de voir quand est-ce que notre vagin a besoin d'un peu d'aide pour éviter que notre descente s'empire de plus en plus. Fait que ça, pour moi, c'est important. C'est un peu la raison pour laquelle je fais les cours de Pyrénées. C'est pour transférer toutes les connaissances à mes clientes, puis qu'elles aient tout ce qu'il faut, en fait, pour elles-mêmes être leur propre experte, s'évaluer, voir les besoins et avoir les outils pour se traiter elles-mêmes. Donc, moi, c'est mon but avec les cours de Pyrénées. Sinon, dans l'histoire, il y a 2 autres points que j'avais envie de vous partager. Donc, la personne qui nous a partagé son histoire pelvienne nous racontait qu'elle avait aussi repris le sport intensif sans nécessairement avoir les compétences abdo-pelviennes. Et ça, avant, vraiment, j'étais très sévère. Donc, dès que tu avais des symptômes pelviens, j'arrêtais ton sport. Ce n'est pas nécessairement la recommandation actuelle. Donc, actuellement, quand j'ai une cliente qui a des symptômes pelviens et qui est sportive, je ne vais pas l'arrêter de faire du sport. Au contraire, on va utiliser son sport pour faire une remontée de ses organes ou de ses symptômes, peu importe lesquels. Donc, je vais lui demander de faire une préparation juste avant de faire son activité sportive pour activer les bonnes stratégies en interne, en profondeur, et que pendant son sport, finalement, elle se mette à utiliser à son insu de meilleures stratégies qui vont contribuer encore plus à remonter ses organes. Mais oui, effectivement, le sport, quand il est fait d'une façon là, qui augmente les pressions pelviennes, ça peut amener un peu plus de descente d'organes. Mais ça, il y a tellement de choses à faire pour nous aider à faire notre sport sans que ça nuise. Et moi, personnellement, mon sport, c'est quand même un sport intense, c'est le CrossFit. Et dans ma famille, tout le monde a eu des descentes d'organes. Donc, moi, je suis avec une prédisposition génétique aux descentes d'organes. Donc, moi, ce que je vais utiliser, c'est un pesseur de sportif. Donc, c'est une prothèse que je viens mettre dans mon vagin. Et ça retient mes organes. Et quand je suis en train de faire un effort qui fait pression dans mes organes, je vais sentir un peu la prothèse pousser. Et là, ça me dit, « Hey, Mel, tu n'as pas une stratégie hyper bonne en ce moment. Ajuste-toi. » Et là, si je n'arrive pas à m'ajuster, je vais essayer d'ajuster le mouvement que je suis en train de faire. Donc, peut-être les stratégies de mouvement, mais aussi le poids ou la rapidité, peu importe. Ça me donne un feedback pour m'ajuster. Ici, avec tous les ajustements que je fais, je continue à sentir la pression dans mon vagin. Bien, c'est signe que là, il faut que je prenne une vraie pause. Donc, souvent, bien là, c'est signe pour moi d'arrêter. Et ça, c'est fascinant. Je ne sais plus le pourcentage exact, mais ça a vraiment été étudié. Après combien de temps qu'on fait du sport, on commence à perdre de la force pelvienne, peu importe notre niveau d'entraînement, et c'est après 90 minutes. Donc, après 90 minutes de sport, on commence à perdre des compétences pelviennes. Puis là, c'est un pourcentage, je ne me rappelle plus du pourcentage, mais c'était quand même considérable, donc on est plus à risque. Ce qui veut dire que même les nageuses, en fait, qui courent dans la piscine 90 minutes, bien, eux autres aussi sont à risque de descendre d'organes parce qu'ils ont moins de force pelvienne. Bref, il y a plein de choses à penser, mais ça se fait très bien. Donc, c'est pas si stressant, il faut juste savoir comment. Dans les autres informations, qu'est-ce que j'avais? La dernière, c'est la personne qui a partagé l'histoire a remarqué
qu'elle avait beaucoup de tension à l'intérieur des cuisses et qu'elle avait une béance vaginale. Donc ça, c'est quand le vagin ne s'est pas refermé. Donc, il est un peu ouvert. Ça aussi, j'ai expérimenté ça après mon 4e enfantement. Donc, mon vagin il est resté ouvert. Il a fallu que je l'entraîne pour le refermer. Et parfois, on ne peut pas. Il y en a qui sont faites comme ça, by the way, puis c'est vraiment pas grave, d'être avec une béance vaginale. Puis souvent, dans les symptômes, ça va se répercuter en ayant des brûlures vaginaux, des têtes de noun. Sinon, ça va se répercuter en ayant de l'eau qui s'écoule du vagin, par exemple en sortant de la piscine, ou moins de sensations à la pénétration. Puis moins de sensations à la pénétration, ça peut être plein de choses. Hein? Il y a beaucoup de lésions neurales pelviennes, par exemple, dans un accouchement, qu'on commence à peine à diagnostiquer. Donc, ça peut être aussi neural, c'est pas juste à cause d'une béance. On ne peut pas, là, vous donner tous les diagnostics non plus personnels, il faut une évaluation. Mais généralement, une béance, c'est ça, ça va faire une ouverture. Et là, c'est sûr que quand on a une béance vaginale, ça prédispose aux descentes d'organes parce qu'on a un peu moins de soutien là, au niveau vaginal pour soutenir nos organes. Donc, ça, effectivement, il faut essayer de traiter la béance. Et ce qu'on remarque, c'est que le vagin, souvent, va être tiré sur les côtés à cause de tensions à l'intérieur des cuisses, dans les mollets, dans nos psoas cœliaques. Donc, ces muscles-là peuvent être tellement tendus que le vagin a de la misère à se refermer. Et moi, j'ai déjà eu une cliente que c'était sa hanche, en fait, qui était un petit peu coincée. Et en travaillant sa hanche, en la ramenant là, mobile et confortable, son vagin s'est beaucoup refermé. Donc, il y a vraiment de quoi d'externe qui contribue à cette béance-là. Mais il y a des choses aussi internes qui peuvent amener une béance vaginale, comme une avulsion musculaire. Donc, ça, c'est quand un muscle s'arrache de notre pubis pendant l'accouchement. C'est 40% des femmes qui ont une avulsion d'un côté et 11% des femmes qui ont une avulsion des deux côtés. Et ça, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire pour prévenir une avulsion vaginale, y compris dans les interventions médicales. Et ça, les filles qui m'écoutent, j'ai une formation pour les professionnels de la santé périnatale pour donner toute cette information précieuse-là pour éviter d'avoir des avulsions, parce qu'une avulsion, on ne peut pas revenir en arrière. Et ça, ça fait une béance qui perdure dans le temps. Donc, ça fait une chronicité. Une chronicité, c'est pas la fin du monde. Moi, j'en ai des chronicités. C'est juste qu'il faut savoir comment les soutenir, nos chronicités, pour pas qu'ils nous nuisent et qu'ils soient symptomatiques ou dérangeantes dans notre quotidien. Fait que quand on a une chronicité, c'est pas une fatalité. C'est juste un besoin de soins qu'on a, une attention qu'on doit apporter à une certaine région de notre corps pour éviter d'être symptomatique. Donc, tu peux avoir une béance et une avulsion à cause d'une avulsion, puis être quand même une coureuse, OK? Donc, il n'y a pas de fatalité. Il faut juste pouvoir s'organiser là, autour de ce qui se passe pour essayer de trouver une façon que tu restes fonctionnel et confortable malgré ta béance. Donc, les béances, là, ça peut être un peu, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons qui est beaucoup négligée quand on en a une, c'est vraiment les tensions à l'intérieur des cuisses, dans les mollets et dans les psoas cœliaques. Donc ça, je vous invite vraiment, les filles, à venir faire des massages, à venir faire des étirements. Et c'est pas simple ramener une coordination entre notre vagin et nos jambes, parce que notre vagin, en fait, quand il travaille bien, il allège nos jambes. Donc, il est censé initier et conclure pas mal, beaucoup de mouvements dans nos jambes. Et quand notre vagin ne peut pas, parce que déjà, il est surmené, il est sous pression, à cause d'un abdomen qui gonfle tout le temps quand on fait des efforts, à cause d'une posture qui est plus écrasante qu'allégeante. Donc, on se ramasse avec un plancher pelvien qui est surmené. Et le plancher pelvien ne pourra pas faire toutes ces tâches, puis il va en couper. Et souvent, on va se ramasser à faire des compensations pour rester fonctionnel, même si le plancher pelvien ne peut plus tout faire parce qu'il est surmené. Et là, nos muscles superficiels vont se mettre à travailler comme s'il était notre plancher pelvien, mais ils ne sont pas faits pour ça. Notre plancher pelvien, en fait, là, il est fait pour être contracté tout le temps. Dès qu'on est verticalisé, à bas bruit. Fait qu'on s'en rend pas compte. C'est pas une grosse contraction puissante comme je lève un poids avec mes biceps. C'est vraiment à bas bruit. Au fond du vagin, il y a toujours une contraction dès qu'on est vertical, qu'on est gravité, qu'on ne ressent pas nécessairement, mais qui est présente. Fait que c'est des muscles qui sont habitués, qui sont faits pour ça, être contractés tout le temps un petit peu. Que nos muscles superficiels sont plus utilisés pour monter les marches, mettons. Faire un mouvement soudain et plus puissant. Donc, si on dit à des muscles superficiels, hey, le grand maintenant,
C'est toi qui es responsable d'alléger les jambes. C'est toi qui es responsable de me tenir debout. C'est toi qui es responsable de tenir mes organes. C'est toi qui es responsable de stabiliser mon bassin. C'est toi qui es responsable de mon équilibre. Quand c'est tout censé être le plancher pelvien, tu te ramasses avec des muscles superficiels qui vont essayer de compenser. Eux, ils n'ont pas des fils musculaires pour être toujours contractés. Fait qu'ils vont se ramasser tendus, sensibles. Ça va compresser les articulations, ça va nous rendre plus fragiles à coincer. Donc, tu sais, les filles qui se penchent pour prendre un crayon puis qui bordent du dos, c'est pas parce que le crayon il était trop lourd, là. C'est vraiment une question mécanique, puis c'est souvent un peu ce déséquilibre que je viens de vous décrire là, qui est à la source de ces douleurs-là. Fait que, hey, j'ai parlé non-stop, 42 minutes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui ont des commentaires. Moi, ça ferait le tour de mon dîner pas gêné d'aujourd'hui. Je vous invite, comme je vous disais, à ma routine où justement, j'essaie de vous rendre autonome et votre propre experte là, en santé pelvienne en découvrant votre capacité à être votre propre experte en santé pelvienne et les bienfaits d'une routine de soins. Donc ça se passe bientôt, c'est le 13 août. Fait que ça, je vous invite à vous inscrire. Celles qui se sont pas déjà inscrites, vous pouvez juste m'écrire dans les commentaires. Moi, je veux avoir le lien. Je vais vous donner le lien avec plaisir. Sinon, vous avez tout ça sur mon site internet. Vous avez tout ça aussi là, en lien dans ma bio pour les filles d'Instagram pour vous inscrire à mon cours gratuit. Et sur ce, ben, je vous remercie d'avoir été présente à ce dîner pas gêné. Est-ce qu'il y a des dernières questions, des commentaires? Est-ce que vous avez appris? Est-ce qu'il y a des choses que vous venez de découvrir? Est-ce qu'il y a des choses qui faisaient du sens? Est-ce qu'il y a des choses qui ne faisaient pas de sens? Donc ça, je vais rester un peu là pour lire vos petits commentaires. Donc, après, je vous laisse aller. Et le prochain dîner pas gêné, vous pouvez déjà aller vous inscrire. Ça va être sur Facebook encore et Instagram, mais vous pouvez vous inscrire sur Facebook dans mes événements pour avoir le pop-up quand je me connecte. Donc, vous pouvez, là, vous ne manquerez rien. Et si vous n'êtes pas déjà inscrite à mon infolette, vous recevez les rediffusions aussi par mon infolette. Quand on est constipé, donc la constipation, où est-ce qu'ils vont toutes les selles? Donc, ils restent dans le rectum. Fait qu'on a notre intestin qui finit par le rectum, qui est une espèce de sac qu'on emmagasine les selles. Puis à un moment donné, le rectum il est assez distendu. Puis là, il nous envoie le message, hey, ce serait le temps d'aller vider ça, ce beau rectum-là. Et là, quand tu arrives à la toilette, tu as vraiment comme, je vais prendre ma brosse à cheveux. Fait que tu as ton rectum ici, puis tu as ton canal anal qui est là. Et le bout de mon crayon ici, là, c'est l'anus. OK? Fait qu'on a une espèce d'angle comme ça. Et le caca, les selles s'emmagasinent. Où est-ce qu'il y a ma brosse? Là, dans le rectum. Et à un moment donné, ben là, on se dit, OK, là, je vais aller à la toilette. On va aller sur la toilette. Et sur la toilette, on va détendre nos muscles pelviens pour verticaliser entre l'intestin et le canal anal le chemin. Et là, la selle va pouvoir s'engager dans le chemin jusqu'à la sortie. Et là, ben, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, soit, comme j'expliquais tantôt, dans ton rectum, c'est un méga-rectum, parce que tu n'allais pas à la selle selon la commande, parce que tu n'étais pas chez vous, par exemple, à répétition. Fait que là, dans ce temps-là, la selle est tellement grosse que c'est juste des petits fragments qui vont sortir. Le muscle qui fait l'angle anorectal, c'est le plus beau rectal. Parfois, il est tellement tendu qu'il n'arrive pas à se détendre assez pour verticaliser le chemin. Ça fait que nos selles s'emmagasinent dans le rectum, puis ils ont comme un coude pour pouvoir sortir. Et là, ben, passer un coude, un angle avec notre selle, ça demande un méchant effort. Fait que souvent, il faut venir voir est-ce que le plus beau rectal, ben, il est tendu. OK? Donc, déjà ça. Et il y en a que le rectum, au lieu d'être placé dans cet angle-là, environ au repos, on se ramasse avec une descente de rectum. Donc, une descente de rectum, fait que là, les selles s'emmagasinent dans notre rectum, et là, on a beau se détendre avec notre plus beau rectal là, pour essayer d'améliorer l'angle, tu te ramasses vraiment avec un grand coude à passer. Et là, il faut que tu pousses un peu plus. Certaines filles que ça cause une descente de rectum qui ont la constipation vont rentrer carrément leurs doigts dans le vagin pour aider la selle à passer. Donc, ça, c'est quelque chose que les filles ont le réflexe de faire là, parfois. Donc, ça, c'est généralement les constipations là, que nous, on traite en physiothérapie
On appelle ça de la constipation obstructive. Fait qu'il y a quelque chose quelque part qui fait obstruction. Et nous, ben, on vient aider la mécanique. Donc, on vient aider là, au niveau du tonus, au niveau des stratégies, au niveau de l'organe, comment il est soutenu pour essayer de faire un plus beau chemin vers la sortie puis éviter. C'est sûr qu'il y a plein de choses alimentaires qui peuvent être faites. Donc ça, dépendamment de vos besoins, le nutritionniste peut vraiment faire la différence. Les acupunctrices aussi peuvent venir travailler pour la constipation. Puis il y a des problèmes comme par exemple des intestins un peu paresseux. Donc ça, on va voir ça chez les gens qui ont pris beaucoup de laxatifs dans leur vie ou qui ont mis beaucoup de suppositoires, des intestins un peu plus paresseux avec des moins bons réflexes. Donc ça, c'est plus compliqué de leur amener un intestin, c'est plus médical rendu là. Fait que voilà. Et là, Marie-Lou, intéressant de savoir qu'il est possible d'avoir une descente d'organes si on s'entraîne plus que 90 minutes. En fait, on ne sait pas exactement chez toi, personnellement, qu'est-ce que ça peut faire, là, t'entraîner 90 minutes, mais on le sait que l'entraînement de 90 minutes vient réduire la force pelvienne. Donc, c'est sûr que chez les filles, par exemple, qui ont un ventre incoordonné, qui viennent encore plus affaiblir leur région pelvienne pendant l'entraînement, selon moi, ils n'ont même pas 90 minutes. Voilà. Fait que ça, c'est vraiment une statistique générale. Je peux vous la donner si vous me laissez le temps d'aller la trouver. Là, je l'ai pas loin. Je vais aller la chercher. On va prendre 2 petites secondes. Donc, c'est dans cette formation-là. J'aimerais bien m'en rappeler par cœur, mais je ne sais pas. Je vais juste me rendre à l'information. Parfait. Donc, ici, on va avancer ça plus vite. Donc, le sport, le sport, le sport. Ça, c'est les interventions. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Ça, c'est l'accouchement. Gaine abdominale, soins pelviens immédiats, santé mentale, portage, reprise sexuelle, reprise de sport. Je pense que c'est dans celle-là. Le sport, le sport, le sport. Ben, écoute, donc, je pense que je vais être obligée de faire une diapo juste là-dessus parce que là, de même, on dirait que je le trouve pas. Sur le paranal, protection, césarienne, prédisposition, diastase. C'est moi une dernière chance, puis après ça, ben, si je ne trouve pas, je fais une publication sur la question. Physiotomie, marque mandale, canal anal, assouplissement, étirement. Ah, le sport. Et grossesse, mais sport et grossesse. OK, fait que c'est 17%. Fait qu'on perd 17% de force. Fait que c'est le 5e de notre force, en fait, après 90 minutes de sport. Donc, ça, c'est la moyenne. Merci d'avoir été patiente. On avait quasiment plus d'un minute juste trouver l'info. Mais c'est 17%, c'est quand même beaucoup. Fait que voilà, ça fait le tour. Merci d'avoir été là. Les filles sont nombreuses encore une fois. Merci d'avoir été là. C'est une pas gêné. Le prochain, c'est pas vendredi cette semaine, c'est l'autre semaine prochaine. Fait que cette fois-ci, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va parler, mais si vous allez sur ma page Facebook, vous avez toute l'information. Donc, sur ça, moi, je vous laisse parce qu'il faut que je me prépare pour ma prochaine cliente à la clinique. Donc, merci d'avoir été là, les filles. Bonne journée à vous!